cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui malmène vos souvenirs et votre nostalgie. Je suis Bernie. Et moi je suis Nico, toujours à l'appel du poste. Comment vas-tu, Nico ? Bah écoute, ça va très bien, Ouais. Je suis vraiment ultra impatient d'aborder ce film de notre enfance. Est-ce que là, on n'attaque pas un peu, pour nous, c'est le film totem, là. C'est l'Everest finalement, Ouais, c'est la c'est- montagne ouais. à gravir. Là, on joue contre notre camp, quoi. Et ce film, tu veux que je le dise ? Est-ce qu'on tease encore ou pas ? De toute façon, les gens auront vu le titre directement, donc il n'y a pas de Ça sert teasing. absolument rien, en fait, ça de sert rien. teasing. C'est un faux suspense. C'est un faux Enfin, suspense. ouais. Et donc on va parler de Indiana Indiana Jones Jones et le Temple maudit. La synchro était presque parfaite. Franchement, je suis fier de nous. Ouais. Donc c'est un film de Spielberg, évidemment, un film de 1984, le deuxième volet de la série, on va dire la trilogie Indiana Jones, parce qu'on ne va pas compter le 4 et encore moins le 5 qui arrive prochainement. Alors, Prochainement, ou alors peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où vous écouterez cette émission, on ne sait pas. on va sûrement la sortir de manière très opportune. Ouais. Et Indiana Jones et le Temple maudit, qui est le préquel des aventuriers de l'Arche perdue. Oui, parce qu'il se passe un an avant le premier volet. Donc l'action se déroule en 1935. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avant de vraiment détailler le film et tout ? Peut-être on s'écoute un petit extrait comme d'habitude ? Allez, des petits extraits Voilà, d'Indiana hop. Jones. C'est parti. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Norachi pour moi. Et il est ici pour me le remettre tout de suite. Qui c'est en face, Noura ? Si. Veux-tu ranger ce revolver, fiston ? Qu'est-ce que je m'amuse ? Ah, extra. Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Quel genre de recherche feriez-vous sur moi ? Activité nocturne, Ma position favorite pour dormir ? fréquence des rapports. Parce que vous faites autorité en la matière ? J'ai des années d'expérience pratique. Steven Spielberg et George Lucas vous présentent Indiana Jones et le Temple maudit. Eh ben, ça fait quand même plaisir. Là, ça fait plaisir, ne serait-ce que pour la musique de John Williams. Je sais pas si on commence par la musique de John Williams. Non, on va peut-être parler du casting. Du casting, bien sûr, vas-y, de je t'en prie. l'histoire, si tu veux résumer. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, je ne sais pas. Eh ben, je vais commencer par résumer pour ceux qui connaissent pas donc ce film. Il y en a très peu, mais Quelle bande de losers. rapidement, c'est les aventures d'Indiana Jones qui est plutôt en Inde cette fois. Donc après avoir traversé un village un peu misérable, très misérable, où tous les enfants ont été enlevés ainsi qu'une pierre sacrée qui protégeait le village, Indiana Jones va aller voir du côté du palais du Maharaja et puis atterrir dans le Temple maudit, qui donne son titre au film, où on cherche à extraire des pierres magiques de la terre et où on arrache aussi le cœur des gens au passage en disant Kalima Shoptide. Ouais. Il va essayer de comprendre ce qui se trame et notamment combattre les thugs. Et pour ça, il pourra compter sur l'aide de son jeune compère Demi-Lune et de Willy, une chanteuse qui a effectivement de la voix. Bah écoute, c'est un brillant résumé. Bah, merci beaucoup. Je n'aurais pas fait mieux. Fin d'émission, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ce film. Donc, Alors ce casting, Bernie, dis-moi tout. Je vais commencer, galanterie oblige, galanterie du XXe siècle, par Kate Capshaw, qui joue le rôle de Willie Scott, qui sera la future Madame Spielberg. Voilà. D'accord. Voilà. Puisqu'il n'a pas choisi son nom de famille, cette espèce de gros sexiste. Il aurait pu s'appeler Steven Capshaw, mais bon, il n'a pas choisi ça. Ça fait un peu creepshow, hein, je trouve. Non, moi, j'aurais trouvé ça plutôt cool, mais... Alors, qui y a d'autres il y a évidemment Harrison Ford, qui est un peu au sommet, on va dire, de sa gloire. De son sex appeal. Voilà. Bon, voilà, Un quoi, peu de tout. au sommet. Il y a aussi Ke Huy Quan, mais aussi, qui est aussi connu sous le nom de Jonathan Ke Quan. Donc c'est le jeune qui joue le rôle de Demi-Lune ou Short Round en anglais. Qu'on retrouvera dans les Goonies, du coup. On retrouve dans les Goonies un an après.
Donc là, c'est son premier rôle important dans le Temple Maudit. Il avait fait 1 ou 2 films avant. C'est quelqu'un qui a été repéré par Spielberg. Ok. Qui c'est qui fait le mec qui arrache les cœurs? Eh bien, c'est un acteur célèbre indien qui s'appelle c'est un célèbre indien plutôt qui s'appelle Amrish Puri, qui a notamment joué dans le biopic de Gandhi avec celui qui joue le rôle du premier ministre du Maharaja. D'accord. Voilà, qui lui aussi joue un acteur indien aussi. Parce qu'on a l'impression que c'est Kojak quand même au début. Ouais. Oui, alors moi c'est un acteur, donc c'est le fameux qui joue le rôle de Mola Ram, et donc le gros méchant qui fait un peu méchant James Bond d'ailleurs. C'est vrai, très charismatique. Hyper charismatique, qui m'a effrayé petit. Parle-moi de comment tu as découvert Indiana Jones petit du coup, à moins que tu aies pas fini avec le casting, pardon. Non, c'était un peu ça. J'allais citer aussi, il y a Philip Stone qui joue le Capitaine Bloom. Alors c'est un petit rôle, mais c'est un mec qui a joué notamment dans Orange Mécanique et dans Shining. Donc c'était un acteur un peu fétiche de Kubrick. D'accord. Qui joue de ce méchant colonialiste. Non, je reviendrai là-dessus plus tard. Parlons plutôt des qualités du film d'abord. Mais parlons de comment tu as découvert le film. Parce qu'à l'époque, quand on découvre ça enfant, tout l'aspect colonialiste, on l'a pas trop en tête. Je l'ai découvert sur la 5, donc chaîne éphémère créée par Berlusconi en France. Et fort sympathique. Avec Jean-Claude Bourré pour les plus anciens. Voilà. Un adepte des ovnis d'ailleurs. Simplement, on avait dû enregistrer le film. D'ailleurs, il me manquait, je pense, les 2 premières minutes du film, ce qui est quand même très important, vu ça commence par une comédie musicale sur Anything Goes, repris, donc du coup, ça doit être en cantonais, je pense. C'est ça, dans le club chinois. Ils sont dans un club à Shanghai. Voilà, le club qui s'appelle Obi-Wan, puisque c'est un scénar, une histoire de George Lucas. Et c'est une époque où... toute cette bande arrête pas de citer Star Wars en fait. Donc là, c'est l'auto-citation. Mais il y a souvent des clins d'œil dans les productions Spielberg, dans les productions Lucas, Dante. Enfin voilà, tout le monde se cite. Wes Craven aussi qui faisait pas partie de cette bande, mais bien aussi cité Les Dents de la Mer, etc. Donc et voilà. Du coup, t'avais pas toute la scène du club, toi. Il manquait le tout début de ça. Mais ce qui arrivait souvent quand on enregistrait des films à la télé à l'époque, on n'avait pas le début. Il y avait souvent, ça, c'était les scènes d'intro qui étaient quand même vachement bien. Notamment là, c'est une des scènes d'intro les plus fortes du cinéma. Je dirais, voilà. Je suis tout à fait d'accord. La scène est incroyable et c'est une séquence qui est assez longue, qui va presque jusqu'au moment où ils arrivent en Inde. Donc, c'est 20 minutes à peu près quand ils arrivent en Inde. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui enfant, je sais pas ce que ça t'a fait, mais en le revoyant, c'est la scène où en tout cas le souvenir d'enfant et l'adulte que j'étais a complètement matché. Et il y a plein de trucs quand il se bat contre les méchants, qui leur lancent des brochettes dans le corps par exemple. C'est très marrant. Non, il y a un esprit assez bon enfant, bizarrement. Quand je sais pas si c'est bon enfant, mais en tout cas, c'est l'esprit vraiment qui a marqué. Je vais revenir vite fait. Les origines, pourquoi Lucas et Spielberg ont décidé de créer Indiana Jones. Ils viennent de la même génération, tous les deux. Et c'est des gamins qui lisaient des sérioles, donc souvent qui étaient des bouquins d'aventure ou de science-fiction. Mais bon, voilà, niveau science-fiction, tous les deux, ils avaient fait leur film. Lucas avait fait une petite trilogie qui a fait parler d'elle. Et Spielberg, E.T., qu'il avait fait en 82, 2 ans avant, 2 ans avant ça, d'ailleurs. Et Rencontre du troisième type, c'était après ou avant ? C'est avant aussi. C'est avant, donc du coup, lui aussi avait fait ses... Mais côté aventure, en fait, ils n'avaient pas encore fait un film vraiment important. Donc il y a eu L'Arche perdue, qui a quand même très très bien fonctionné. Et donc après, il y a Le Temple maudit qui arrive. Et je ne sais plus pourquoi on parlait de serial. Oui, non, sur l'origine, pourquoi ils font ça ? Tous ces trucs un peu violents que je disais. Voilà, donc là, il y a un côté, je dirais, très BD dans toute cette intro-là. Et pour moi,
C'est marrant parce que Spielberg, bien plus tard, fera une adaptation de Tintin. Ah, mais on y reviendra, attends. Voilà. Mais voilà, il y a un côté, il y a une filiation vraiment avec Tintin, en tout cas, dans cette intro-là. Mais il y a une histoire qui dit que les premiers Tintins qu'il a lus, il les a lus entre le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue et celui-là. Exactement. Donc du coup, ce film est vraiment influencé par Tintin. Ouais. Mais je reviendrai sur... peut-être à la fin quand on parlera de Spielberg, de ce qu'il est devenu. Quoi. Ouais. Du coup, je vais quand même le dire, mais le personnage de 2001 est inspiré par Chang. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc Chang, un personnage très important dans Le Lotus Bleu et après dans Tintin au Tibet. Voilà, et qui a existé réellement. Chang, c'était un étudiant chinois qui a rencontré Hergé au moment où il voulait se documenter sur le Lotus Bleu. Et ils sont devenus amis. Ouais, ils sont devenus amis et ça lui a permis... on reviendra un peu plus tard, je pense, dans le podcast, dans l'émission là-dessus. Quel teasing. Mais voilà, en tout cas, c'est une intro qui est vraiment flamboyante. C'est virtuose, hein, de toute façon. Il se passe plein de trucs. C'est ultra lisible par rapport à plein d'autres cinéastes passés, présents, futurs. C'est beaucoup d'action, beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux en même temps. Et on comprend tout ce qui se passe, quoi. Parce que ça, effectivement, je trouve la lisibilité un peu de la ligne claire d'Hergé, quoi. Mais est-ce que, d'ailleurs, c'est pas en faisant cette émission, en fait, donc on se penche sur les films des années 80, et c'est vrai que notamment sur les films d'action, c'est pas forcément des films lents ou mous, mais c'est beaucoup plus lisible que les films actuels. Il y a eu une mode à un moment, et on est encore là-dedans, avec des scènes d'action qui sont à la limite du lisible, avec des plans qui sont très très courts. Et pour moi, ça les dynamise pas du tout, en fait, non, pour revenir sur le cinéma actuel. Mais dans les années 80, alors évidemment pas dans tous les films, hein, il y a des films qui sont pourris, il y a des scènes d'action qui sont des fois qui sont vraiment très très molles. Mais quand c'est là, c'est Spielberg qui est un peu à son top niveau mise en scène. Enfin, il y aura pas mal de choses à dire sur le film évidemment, mais au niveau de la mise en scène, c'est difficile de faire mieux. Enfin, on dirait qu'il a la solution à tout, quoi. C'est un peu le paradoxe de ce film. Quand je l'ai revu donc avec mes yeux d'adulte, en fait, je me suis dit que ça allait être un peu quelque part, c'est la chronique d'un film raté, mais parce que pour un Spielberg, en fait, il a trop de. Pour moi, il est comme un super héros en fait de la réalisation. Comme quelqu'un en fait qui déborde de pouvoir et qui est tellement fort en fait qu'il va faire que des scènes qui sont trop fortes même. Alors pour l'adulte que je suis maintenant, je me suis tout simplement régalé à partir du moment où ils arrivent effectivement dans le village et où on a cette histoire qui prend un tour beaucoup plus adulte, qui est très surprenant. Mais effectivement, que ce soit dans le choix des décors, dans la musique, dans la lumière, il y a des images qui sont... c'est les plus belles que j'ai vues au cinéma, en fait. Alors c'est marrant parce qu'en plus c'est un film qui est... c'est vraiment de la trilogie d'origine, hein, parce que maintenant, je veux dire, il y a des Indiana Jones qui sont moins aimés que ça. Coucou le 4. Mais c'est celui qui est souvent le moins aimé. Et en tout cas qui est considéré un petit peu comme un film purement d'action, mais avec rien, pas de fond. Alors que le 1, justement, il y a un côté un peu noble, on va dire, considéré comme être un film avec un scénar parfait, une construction parfaite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas ces lettres de noblesse, le Temple maudit. C'est un peu l'enfant un peu rejeté. C'est un peu normal aussi parce que c'est pas normal dans le sens où c'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui est quelque part assez inégal. C'est pas un film lisse, c'est pas un film où on suit une tonalité. Au début, on est dans quelque chose d'assez aventureux. Au bout de 20 minutes, donc on arrive dans ce village misérable. La scène, elle est très dure, je trouve, avec les villageois qui sont complètement prostrés dans ce truc très misérabiliste. Et je trouve que le regard est pas si américain que ça. Il y a un truc un peu américain, mais je trouve que les visages, la façon dont c'est filmé, il y a un truc très grand, en fait, que j'ai pas l'habitude de voir dans le cinéma américain des années 80, quand on se penche sur une ethnie ou
ou un coin du globe qu'on connaît pas forcément, quoi. Ah ben, c'est là que je voudrais le replacer en fait dans la carrière de Spielberg. Et là, il sort donc du triomphe de E.T. en 82. Après ça, il a fait un petit segment pour le film La Quatrième Dimension, donc l'adaptation de la série. Donc c'est le Golden Boy par excellence, quoi. Voilà. Il fait ça. C'est un film qui fonctionne pas trop pour un Indiana Jones. C'est pas un triomphe. C'est un film qui est très sombre aussi pour lui, puisque c'est un moment où il divorce, mais en même temps il va rencontrer sa future femme sur le tournage. Tout est un peu sombre comme ça. Lucas, lui, de son côté, a terminé Star Wars, donc c'est un peu un espèce de grand vide. Derrière ça, il va commencer à produire des choses, ça va pas toujours fonctionner. Même sur le tournage, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a Harrison Ford qui se blesse. Il se blesse pendant... C'est la scène, en fait, dans la chambre du palais. D'accord. Quand il se bat. Et donc là, il a une hernie discale. Ah merde. Ouais, et donc, il a 6 semaines d'hospitalisation. Ce qui fait qu'il y a pas mal de scènes où c'est pas Harrison Ford. Enfin, sur les scènes d'action, sur les scènes de baston. Il y a la scène notamment avec le Colosse qui joue dans toute la trilogie d'Indiana Jones. Qui joue notamment dans le premier, le nazi qui se prend l'hélice d'avion là. Ah oui, d'accord. C'est un ancien catcheur d'ailleurs, qui joue dans Conan, qui joue dans plein de trucs. À chaque fois qu'il faut un grand costaud, voilà, il est là. Et c'est sa doublure officielle, Harrison Ford, qui fait toute cette baston là. D'accord. Puis quand il revient sur le tournage, il y a quelques gros plans pour montrer que c'est Harrison Ford, quoi. Mais c'est un tournage qui se passe pas très bien, qui est assez compliqué, et le film d'après pour Spielberg, ça sera La couleur pourpre. C'est là où je voulais en venir en fait, c'est que j'ai l'impression, tu vois, cette scène qui est un peu sérieuse du village, où tu te dis bon tiens, c'est un peu inhabituel dans un film qui est du pur divertissement. Je pense que Spielberg, il a déjà en tête, il a déjà fait des films un tout petit peu plus sérieux avant ça, mais il va arriver dans le Spielberg qui n'est plus le Spielberg qui amuse tout le monde, ou qui divertit tout le monde en tout cas, et on va arriver dans le Spielberg sérieux, que moi j'aime un peu moins, mais voilà, en tout cas ça va être la phase 2 un peu de Spielberg, qui veut aussi être quelque part aussi anobli, et pas être simplement le Golden Boy voilà, qui vous amuse, quoi. Mais après dans le film, il y a d'autres phases qui me sont passées complètement au-dessus de la tête quand j'étais enfant. Et notamment tous les rapports en fait entre Indiana Jones et Willie Scott. Et Willie Scott, où en fait et je crois que c'est beaucoup dû au doublage français, parce qu'en fait là c'était la première fois que je le voyais vraiment en VO. Et en fait déjà je trouve qu'Harrison Ford en français est pas si bien doublé que ça dans le Temple maudit. Déjà c'est pas sa doublure habituelle, enfin c'est celui qui le double dans Star Wars. Ouais. Mais en fait je trouve que par rapport à... En fait je trouve qu'il le double comme Han Solo, alors qu'en Indiana Jones il y a un truc un peu plus subtil dans son interprétation, où le personnage est déjà beaucoup moins sympathique. Il est pas sympa en fait. Il est pas sympa du tout, et Willie Scott non plus, mais comme les deux sont pas sympas au début dans la scène justement à Shanghai, on a vraiment ce portrait de deux personnages qui sont un peu aussi pourris que les méchants qu'ils affrontent au début, quoi. Et petit à petit, au cours de l'aventure, on va les voir s'humaniser et voilà, se confronter à des gens différents, et je trouve ça très beau en fait dans le film, et ça m'était complètement passé à côté, cette façon, voilà, de devenir plus humain, et je sais pas si toi ça t'a fait un peu cet effet. Il y a d'autres... Alors moi c'est un film que j'avais déjà revu il y a je pense 2 ans à peu près, et puis là revu pour l'émission, et déjà à l'époque ça m'avait en fait je pense que le #MeToo il change plein de visions de certains films, enfin toute la remise en avant en fait du féminisme, et il y a une relecture qui se fait quand même là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut jeter tous les vieux films, mais il y a des choses qui sont plus dures à voir, et notamment c'est vrai que c'est un film que je trouve horriblement sexiste. On n'est pas du tout d'accord, mais dis-moi pourquoi. En fait le personnage féminin, je trouve qu'elle a aucune évolution, elle est insupportable, et les autres personnages n'arrêtent pas de dire en gros ferme-la,
Ils le disent littéralement, quoi, plein de fois. Elle est intéressée que par le luxe. Elle s'intéresse, elle est en danger de mort. On lui parle de diamants. D'un coup, oh, des diamants, des diamants. Donc ça marche en ressort comique, mais c'est un personnage. En fait, je trouve que c'est un gros retour en arrière pour une série qui a commencé avec le personnage de Marion, qui est une femme. Et c'est marrant parce que le premier, on est dans les années 80, mais les années 70 sont pas loin, et les personnages féminins font partie intégrante de l'action et subissent pas les choses. Là, elle ne fait que subir, en fait, tout le long du film. Le seul truc qu'elle fait, c'est un moment, elle met un coup de poing quand elle est dans le chariot, quand il y a la scène des petits abonnés. Mais à part ça, en fait, c'est une victime tout le long du film. Et elle est là, soit dans la séduction. Alors il y a cette scène qui est très bien faite entre les deux, la scène en parallèle où en gros ça commence, il va y avoir une scène de sexe. Cette scène elle est géniale. Enfin, moi elle m'était pareil passée complètement à côt, et là j'étais là mais elle est trop bien quoi cette. Mais voilà, il y a cette scène là qui fonctionne très bien et j'arrive pas à la détester en fait, mais je trouve que son personnage vraiment jusqu'au bout quoi. C'est pour parler du plan final où il la chope avec son fouet avec un coup de fouet, pour la ramener. J'avoue que il y a vraiment un truc de femme objet qui est vraiment assez dur et il faut il y a plein d'autres choses qui vont me gêner après dans le film. Je parlerai, mais je trouve que ce côté-là déjà c'est vraiment très très dur et ça m'irrite en fait beaucoup. Alors, c'est vrai que la fin avec le fouet c'est un peu abusé, mais je trouve que par rapport à plein d'autres personnages féminins qu'on peut voir dans les années 80, notamment dans cette scène où en gros Indiana Jones va pour l'emballer, et en fait je trouve ça vachement bien filmé le fait qu'elle dise ah ben non c'est pas comme ça qu'on va m'emballer, du coup elle rouvre s'ils allaient pour genre fermer les volets et puis et Ken hein, comme on pourrait dire, et en fait elle rouvre les volets, elle dit non moi on me prend pas comme ça, et en fait je trouvais ça assez badass ce truc de dire non va-t'en de ma chambre, et genre c'est toi qui vas revenir, et le truc des 5 minutes où ils attendent tous les deux en parallèle, elle attend qu'ils viennent, lui il attend mais je trouve ça très très drôle après moi je pense que en fait il faut un Spielberg qui est à ce niveau-là en fait de mise en scène pour faire passer une histoire où finalement il n'y a pas grand-chose et des trucs qui sont vraiment très très limites, mais il est tellement fort à ce moment-là qu'il peut te faire accepter plein de choses. Non mais c'est le seul moi je trouve quand même que c'est le seul personnage qui est censé quand même, tu vois, et genre au début ils vont pour s'écraser sur une montagne avec un avion qui a plus de passagers, et ben tu vois ça, oui tu cries, c'est normal. Il y a que quelqu'un d'assez con comme Indiana Jones pour dire je vais prendre un matelas pneumatique et aller sauter dans la neige quoi. Donc en fait moi je me suis vachement identifié à ce personnage là qui est le seul normal, qui forcément crie quand un avion s'écrase, qui crie quand elle voit quelqu'un se faire arracher le cœur, et qui crie aussi quand elle va tomber dans de la lave quoi. Alors je voudrais revenir sur la scène justement du cœur arraché. Donc il y a une scène d'une cérémonie avec les Thugs. Donc avec, c'est quoi ce nom, les Thugs? Ça va pas du tout. C'est une vraie secte qu'il y a eu en Inde pendant des siècles, pendant 5 ou 6 siècles. Et ça s'appelait vraiment les Thugs? Ouais, c'était des adorateurs de Kali. Alors il y a encore des gens qui font des offrandes à Kali en Inde, hein, mais bon, c'est pas une secte comme ça. Et par contre, c'était des gens qui ne pouvaient pas verser du sang. Donc le seul moment réaliste, on va dire, dans le film, c'est quand il se fait étrangler quoi. Étrangler, voilà. Effectivement, ils étranglaient les gens avec des tissus pour pas faire couler le sang. Et donc la scène dans la chambre où donc Harrison Ford va se blesser, là c'est plus réaliste par rapport à ce que faisaient les Thugs. Ils auraient mieux fait de l'égorger du coup. Mais donc cette cérémonie là, moi j'ai marqué sur mes petites notes là que c'était du cinéma chimiquement pur. C'est vraiment c'est une scène que je trouve vraiment incroyable, aussi bien la mise en scène, la musique, tout ce qui se passe en fait. Mais la lumière est complètement folle, mais je crois que c'est plus après le même directeur de la photographie sur le 3. Si, c'est toujours lui. C'est toujours Douglas Slocum. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors à ce pauvre mec entre le 2 et le 3? Il a fait une dépression Alors, c'est vrai que sur le 3, la photo en prend un coup, mais c'est un...
Alors vraiment un vieux chef-op déjà Ouais. à l'époque. C'est un mec qui a commencé sa carrière je crois que c'est dans les premiers films, c'est dans les années 40. Et c'est un mec qui est mort d'ailleurs à 103 ans. Donc ça l'a conservé d'être aussi bon chef-op parce que c'est le mec qui a fait notamment la lumière de Gatsby, le Magnifique. Avec Redford, Il pas a le fait, truc de Baz Rollerball Luhrmann. aussi, pas avec Jean Reno. Voilà. Il a fait que des films qui ont été remakés après. Ouais. Moins bien, donc du coup, mais c'est un mec qui. Non, voilà, qui touche sa bille, quoi. les images sont vraiment complètement folles. En termes d'iconographie, il y a une scène où, vers la fin, où Indiana Jones redevient lui-même et va défendre un enfant contre pas un colosse, mais et en fait, il apparaît comme ça, découpé dans un espèce de brouillard, et il y a de la lumière qui vient sur son visage. Tu fais, ok, tous les super-héros peuvent aller se rhabiller. En plus, il y a un thème qui est pas dégueulasse. Ouais. C'est le moment où on parle de John Dieu Williams. Ah oui, on peut parler de John Dieu Williams. Ouais. Vas-y, moi aussi j'aurais des trucs à dire sur John Dieu Williams. John God moi, Williams. je pense que si on met de côté, quand même sur Star Wars, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est sa meilleure BO d'Indiana Jones. Elle est incroyable, notamment ne serait-ce que la musique justement de la cérémonie. Avec le cœur arraché et tout ça, moi c'est un truc qui m'a petit, mais ça m'a impressionné, mais de folie quoi. On a fait des cauchemars quoi, de ce truc-là. On avait la musique en tête qui revenait. Oui, c'est ça. Une reprise faite à la bouche comme ça, vite fait. Non, mais par exemple, il y a le thème d'Indiana Jones, mais j'ai écouté le thème de 2001, qui à un moment s'entremêle avec celui d'Indiana Jones quand ils font une baston en commun, une scène complètement follement réalisée aussi. Juste le thème du sidekick donc d'Indiana Jones, n'importe quel super-héros du MCU en voudrait avec grand plaisir, tu vois. Non mais là c'est une période où il est en feu total quoi. Mais que ça soit la mise en scène ou la musique, tout ça c'est incroyable. La photo du film elle est incroyable aussi. Il y a même je trouve en fait que, alors évidemment sur les effets spéciaux il y a des trucs qui vieillissent un peu moins bien. Les incrustations, je veux dire. Je pense aux bateaux, justement, pneumatiques, quand ils sautent de l'avion au début. C'est des trucs, des incrustations, on les ferait mieux maintenant, mais en fait, tout passe quand même, quoi. Alors, moi, toutes ces scènes-là, c'est vrai que c'est... En fait, bizarrement, c'est que ce soit le début ou la fin, ou on va dire la scène du wagonnet, qui est aussi assez mythique. En fait, c'est un moment où je trouvais que le produire prenait ses droits, là où au milieu il y avait un grand film qui avait pris place, où je sais pas si c'est le sujet, je sais pas si c'est le fait que Spielberg allait très mal à ce moment-là, je sais pas s'il est touché par un truc divin, mais où il est complètement happé par ce qu'il filme. Et j'ai l'impression qu'il est moins, je parle de films ratés aussi, parce qu'il est moins comme un premier de la classe qui a compris comment marchait le système scolaire. Il est plus comme je sais pas, une sorte de surdoué ou un super-héros de la réalisation. Et en fait, je trouve qu'il se laisse porter par son sujet, et c'est un peu, j'ai l'impression que Indiana Jones a pris un peu possession tu vois, a pris sa liberté dans ce film-là, quoi. C'est un peu une liberté d'ailleurs que tu vois qu'il va payer très cher plus tard, parce que ça va devenir un peu la bitch quoi de Spielberg et George Lucas. Oui, mais à ce moment-là, je trouve qu'il y a un truc très libre et où il laisse libre cours à ce qu'est Indiana Jones dans tout ce que ça peut avoir de monstrueux, d'effrayant, de dégoûtant, et tu vois, il va à fond dans toutes les directions en fait. Ouais, je sais pas, il y a un moment en fait, le film, on pourrait dire que c'est une sorte en partant du club de Shanghai quasiment jusqu'à la fin, c'est quasiment qu'une course-poursuite. Finalement, Mad Max Fury Road, là, ça n'a rien inventé. À part que là, ils reviennent pas dans l'autre sens. Voilà, c'est juste un tout petit peu moins stupide. Mad Max, si tu m'entends aussi. Mais il y a d'autres qualités dans Mad Max. Mais voilà, c'est avec juste une petite respiration, avec quelques séquences qui sont, pour le coup, peut-être les plus marquantes, même si le côté course-poursuite est très très bien fait.
Enfin, la façon dont est montée toute la séquence des wagonnets qui dure, elle est assez longue, quoi. C'est quand même complètement fou, quoi. Je comprends hein, qu'on soit fan. Moi, je suis resté un peu en dehors de ce moment-là. Mais après, il y a toutes les séquences aussi dans le palais où ils mangent les serpents et les trucs. Je sais plus si on a déjà parlé d'un peu de notre amour pour Titanic de Cameron, mais Je pour le crois pas côté ici. vraiment cinéma d'Hollywood classique, et je trouve que Hollywood chewing gum, évidemment. Chewing gum au goût très frais, Hollywood. Et dans ce film-là aussi, on retrouve, pour moi, je sais pas, le souffle du cinéma hollywoodien, peut-être des années 40 ou 50, vraiment l'âge d'or, quoi. Et il y a une filiation avec 2 films qui se passent en Inde, qui sont célèbres à Hollywood. Il y a Le Tigre du Bengale et Le Tambourin hindou de Fritz Lang, même si c'est pas fait par un Américain, mais c'est la machine hollywoodienne qui va chercher les talents ailleurs. Et il y a ce côté-là, en fait, très très généreux, de l'exotisme. Et justement, cet exotisme. Alors il y a à la fois le côté généreux et agréable. Et il y a un moment, il faut quand même parler de tous les clichés racistes qu'il peut y avoir dans ce film-là, qui sont encore plus présents, je pense, dans celui-là que dans les 2 autres. Même si toi par exemple quand ils sont dans le village t'as trouvé ça assez raciste que la peinture du... Non, j'ai pas trouvé ça raciste dans le village. Après dans le palais je comprends voilà. Mais... Donc je vais revenir au début. Dans le club Shanghai on a déjà les Chinois très très cruels, les premiers qu'ils rencontrent, c'est vrai. voilà, avec vraiment des... Oui, il y a le côté un peu... Des visages de satire, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. C'est déjà assez caricatural. On a l'impression que planent un peu les kamikazes japonais sur ces Chinois. Ouais, c'est ça. C'est les Chinois japonais, quoi. C'est OCS. Qu'on a déjà vu dans Banzai. Et il y a... Donc, une fois arrivé en Inde, dans le village, là, on est vraiment dans un clip de Balavoine. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Il y a un moment, j'ai cru qu'elle allait leur distribuer des stylos ou je sais pas quoi, tu vois. Et des Mars. Mais ça aurait été anachronique parce que je les aurais peut-être pas forcément gênés. Et une fois qu'on arrive... Alors ça, il y a déjà ce truc-là un peu, mais c'est très années 80. C'est qu'on est dans les années We Are The World, etc. Donc on voit des images des Éthiopiens qui ont le ventre gonflé parce qu'il y a la malnutrition. Il y a des... C'est marrant parce que tu as tout le monde occidental qui est gonflé de fric, mais qui fait quand même des petites chansons pour envoyer un peu des sacs de riz et tout ça et se donner un peu bonne conscience. Voilà, c'était la Munich, c'était la minute un petit peu altermondialiste que je faisais. Et une fois qu'on arrive dans le palais, alors là, c'est Tug. D'ailleurs, à noter que le palais, c'est une espèce de réplique du fort d'Amber à Jaipur, au Rajasthan. D'accord. Où je suis allé d'ailleurs. Voilà. C'est très intéressant. Fun fact. Là, dans le palais, il y a la fameuse séquence du repas qui, moi, petit, m'a vraiment marqué. Je l'adorais cette séquence et je crois que je l'aime encore. Et à la fois, elle me gêne quand même. Parce qu'on a vraiment une représentation des Indiens. Pour ceux qui sont juste un peu des figurants, c'est des gros dégueux qui mangent des trucs dégueux. De la cervelle de Saint-Jean-Sorbet. Ouais, Saint-Jean-Sorbet, il y a le... Alors j'ai pas compris comment ils font pour mettre des serpents dans un serpent. Ah bah je sais pas, il y a un moment, ça doit être... c'est cousu, quoi. Ah d'accord, le premier serpent est pas vivant. Alors. Voilà, il y a ça, donc il y a un serpent surprise avec plein de serpents qui sortent, il y a des scarabées, on va dire, qui mangent, ou un truc comme ça. Et alors déjà, je trouve ça ironique que des Américains parlent de malbouffe sur la cuisine indienne, qui est vraiment un moment où excellente. il demande de la soupe. Alors je sais pas à quel moment les Américains ils mangent de la soupe, mais ouais. Elle a cru que c'était un hamburger, je pense. Bon, voilà, non mais qui donne des leçons là-dessus de gastronomie, c'est toujours c'est amusant, quoi. Peut-être un des pires pays au niveau de la bouffe, sauvé par son immigration. Et du coup, il y a tout ce passage où on parle donc de l'impérialisme anglais sur l'Inde, donc qui est symbolisé par l'acteur qui fait ça. Donc voilà, par Philip Stone qui joue le capitaine Bloom. Et donc on parle de la révolte des Thugs en disant voilà, ils ont voulu se révolter contre l'Empire anglais, le colonialisme, mais
donc les seuls qui se sont rebellés contre l'Empire, c'est des gens qui assassinent les autres au nom de Kali. Donc tu as envie de dire, oh là, non, ils sont quand même pas très gentils, ces gens qui respectent même pas le colonialisme. Et je pense que dans les années 80, peut-être que Spielberg était pas forcément... il avait peut-être envie de tacler un petit peu l'Empire anglais, mais il le fait pas vraiment. Et ce qui donne un ton un petit peu bizarre. Surtout qu'à la fin, les Anglais viennent délivrer les Américains, quoi. Bah oui, avec leurs fusils contre ces sauvages, ces barbares qui ont des arcs. Voilà. Oui, donc c'est vrai que ça... En plus, le méchant, l'espèce de prêtre qui est ultra méchant, son plan, il n'est pas mauvais en soi. Lui, il veut prendre les pierres sacrées qui sont quand même dans son pays. Donc, pour avoir une puissance pour booter les Anglais de chez lui. Et qui n'aurait pas envie de booter les Anglais? C'est ça. Sûrement pas Thierry Lafrance. Mais le seul problème, c'est qu'il emploie des enfants illégalement, quoi. Alors, ouais, ça je l'avais noté aussi, et je trouve ça assez ironique que ça soit pareil. Des Américains qui viennent libérer les enfants du travail, ce qui semble louable, sachant qu'à cette époque-là, et pas qu'à cette époque-là, finalement, qui crée les conditions du travail des enfants dans les pays du tiers-monde? J'ai l'impression que c'est quand même un peu les puissances occidentales. En plus... pas que, hein, mais il y a quand même une grosse partie comme ça. Je veux dire, si... On a vu plein de films des années 80, une marque comme Nike, ça faisait travailler aussi des enfants un peu partout dans le monde. C'est toujours marrant de les voir après. Je me demande où le merchandising d'Indiana Jones a été fabriqué et par qui. Du coup, il est fabriqué par Kali, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Mais après, moi, j'ai été quand même touché, même si je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que je l'avais pas spécialement vu comme ça quand je l'ai revu même. Mais je trouve qu'il y a une représentation quand même de la violence des adultes qui est faite aux enfants, qui est assez... qui prend quand même aux tripes. Au début du film, on est encore dans cette séquence du village. Il y a l'enfant qui est complètement décharné, qui vient voir Indiana Jones, qui n'arrive pas à respirer, qui a une espèce de bout de parchemin. Moi, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Mais ça, c'est réussi, mais encore une fois, il y a la puissance de la mise en scène de Spielberg, hein, même si on est sur un format assez, je dirais, classique. C'est du misérabilisme, mais un peu propre, mais vraiment efficace. Et par exemple, la relation qu'il a avec 2001, je la trouve quand même assez touchante à des moments. Quand lui se réveille parce que 2001 du coup l'a brûlé et qu'il se prenne dans les bras, il y a un truc. Moi, je sais que petit, il y avait. Puis toi, t'aimes bien qu'on brûle les Américains de toute façon, donc. Dès qu'on peut les brûler. Tu t'es quand même identifié encore plus à 2001. 2001, je te check. Mais voilà, il y a aussi un autre souci en fait avec 2001. Toujours dans les clichés, c'est les clichés ethniques, on va dire. Évidemment, il fait du kung-fu. Enfin, plus exactement, en fait, il fait du taekwondo, parce que je suis allé chercher quand même des infos, et très jeune, en fait, il a appris le taekwondo. Donc j'imagine que c'est ça qu'il pratique à un moment quand il se bat, pareil, en parallèle avec Indiana, avant la scène des wagonnets, quoi. On a Indiana Jones qui se bat avec le gros costaud. Pendant ce temps, 2001 se bat avec l'enfant Maharaja. Ouais. Mais après, il se bat aussi avec des adultes. Hein. C'est vrai qu'il bastonne tout le monde. Hein. Ouais. Et donc, il y a quand même ce cliché de asiatique. Ok, maître du kung-fu. Qu'on a vu dans Banzai aussi. Tout est dans Banzai, en fait. Ouais. Je pense que franchement, Claude Zidi aurait pu réaliser le Temple maudit avec autant de brio. Ouais, je sais pas trop. Autant de finesse en tout cas. Et Vladimir Cosma à la musique, pourquoi pas. Voilà. C'est pas du tout lui. Mais, enfin voilà, donc c'est quand même un film où il y a énormément de clichés qu'on peut qualifier quand même de racistes parce qu'ils sont pas contrebalancés par autre chose. T'as pas. Mais est-ce que cette couleur rouge dans le temple de... Quoi, les Indiens, tu penses? Non, est-ce que c'est pas les communistes encore? C'est très rouge ce temple, hein, je suis désolé. Hein. Ouais. Est-ce que c'est pas la menace communiste qui... Je sais pas, alors là je l'ai quand même pas surinterprété comme ça, mais non. Non, après moi j'ai bien aimé, en tout cas j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'avoir ces méchants voleurs d'enfants, esclavagistes d'enfants, que encore des nazis.
Oui, à un moment c'est bien de laisser. Enfin, après, en fait, il y a une respiration quand même dans les Indiana Jones, puisque ça commence par des nazis. Après, donc, t'as les adorateurs de Kali, les thugs, et après, t'auras à nouveau des nazis. Pour après avoir des communistes dans le 4. Et dans le 5, je sais pas ce que ça sera. Normalement, ça sera de nouveau des nazis. Ouais. Parce que c'est une boucle. Hein. C'est une boucle. Ouais, on revient vite aux nazis, quoi. Il y a une scène qui m'a vachement impressionné en le revoyant. C'était de voir à quel point elle était courte, alors que dans mon esprit, c'était tellement long. C'est quand il devient fou. Je sais pas si quand t'étais enfant, t'avais pas l'impression qu'il est fou pendant tout le film. Ou que ça dure très longtemps. Oui, c'est vrai que je voyais pas les choses. Ça dure 5 minutes. Ouais. Il est fou 5 minutes. Alors que dans mon esprit, j'étais là, ah mon Dieu, il va être fou tout le temps. C'est ça, Indiana Jones. Alors qu'il y avait le 3 qui était au cinéma en même temps. Et j'étais là, ah, ils vont faire un 3, il va être fou. J'étais un peu con quand j'étais petit. Mais du coup, quand t'étais petit. Cette perception du temps, elle est assez intéressante sur ce qui se passe dans le film. Et donc, tout ce passage où il est fou. Enfant, donc ça m'a beaucoup impressionné et je me suis vraiment dit que ça rentrait en relation avec tu sais, le poison qui rend fou de Tintin. Et je me suis vraiment dit que voilà, la période où Spielberg aurait dû faire Tintin, c'était ce moment-là où il avait pas peur justement d'aller très loin parce que Tintin, ça fait peur aussi, tu vois, des fois quand t'es enfant et que tu lis tu vois, des trucs comme L'heure noire ou les 7 boules de cristal. Les 7 boules de cristal, notamment. T'as un peu les miquettes, quand même. Quoi. Mais bon, il y a évidemment... donc c'est la période entre le premier et le deuxième Indiana Jones. Comme on disait tout à l'heure, c'est là où il a découvert Tintin. Et on voit beaucoup d'éléments de Tintin, en fait, là-dedans. Hein. Le côté vraiment... Tintin, il y a de l'histoire, mais des fois, c'est un grand 8. Et notamment, les débuts, les premières histoires de Tintin, c'est vraiment très grand 8. Ça enchaîne les scènes d'action avec... c'est plein de scènes d'action comme ça. Ce que je trouve dommage, c'est comme donc 2001 est inspiré de Chang. Ouais. Et donc Chang, il faut revenir quand même très très rapidement sur l'histoire d'Hergé, quoi. Et Hergé, ses premiers albums sont donc Tintin au pays des soviets, au Congo et Tintin en Amérique. Et après Les cigares du pharaon. Il y a une insatisfaction chez lui. Où il se dit, bon, ok, je suis pas allé au-delà des clichés. Et ça lui a été reproché, et bien plus pour Tintin au Congo, hein, qui est illisible maintenant. Franchement, j'ai essayé, c'est vraiment très très dur, quoi. Et pourtant, j'adore Tintin, mais du coup, à partir du Lotus Bleu, il s'est dit, moi je vais plus retomber dans ce piège-là. Et donc il rencontre Chang et c'est là où il va se documenter et essayer de sortir quelque chose où il joue même avec les clichés, puisque quand Tintin rencontre Chang, il dit les clichés que les Européens ont des Chinois, quoi. Et ils se moquent les uns des autres là-dessus, quoi. Et puis notamment, tu vois, pour parler de révolte, ça parle aussi de la révolte des boxeurs en Chine. Donc il y a moyen en fait de traiter ça avec nuance et en se documentant. Et au lieu ce que n'a pas fait, tu crois, George Lucas ni Spielberg, apparemment il y a personne qui s'est dit tiens, tu vas aller en Inde. À tel point que le film qui devait être tourné en Inde, les autorités indiennes ont refusé que le film soit tourné en Inde, et donc ça a été tourné au Sri Lanka. D'accord. En partie. Et puis évidemment il y a des scènes de studio aussi, mais tous les extérieurs sont tournés au Sri Lanka. Puisque les autorités indiennes ont vu comme ça, ça d'un mauvais œil, et en fait on peut le comprendre, parce que évidemment dans un film indien tu peux voir aussi des clichés, ce qui peut apparaître comme des clichés sur l'Inde, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de... Même dans les années 80 tu peux déjà avoir un espèce de contrepoint, tu vois, un personnage qui balance le truc en disant attention, l'Inde c'est pas que ça, ou là c'est vrai qu'on n'a pas de personnage d'Indien qui... Et c'est dommage du coup. Du coup, c'est vrai que Spielberg n'a pas vraiment retenu la leçon de Hergé. Et donc, je pense que lui a vu juste le génie de la mise en scène qui était Hergé. Et l'a copié. Voilà. Et il l'a copié. De toute façon, il était c'est quand même un génie qu'il a eu très, très rapidement, Spielberg. Rien que Duel, c'est quand même incroyable. Les Dents de la Mer aussi. Mais même celui-là, hein, je veux dire, en niveau mise en scène, c'est ce qu'on a dit au départ, il y a vraiment, c'est un film assez fou. Mais le problème, c'est que quand il fera après son adaptation de Tintin, il
il aura même plus génie de mise en scène, quoi, parce que le film est super chiant, quoi. C'est catastrophique pour moi. Donc il n'y a pas le côté scénaristique d'Hergé qui se prend la tête, et en plus c'est chiant comme la pluie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut conclure alors sur ce film? Bah moi, ce qu'on peut conclure en tout cas, c'est que Est-ce que c'est un gars sûr? Est-ce que c'est le film que vous pouvez montrer à vos enfants, partager, disant voilà, tiens, alors, je te transmets ça. J'ai vu que sur le site Kids Look, c'est un truc pour dire les films que tu peux voir enfant, il était interdit au moins de 9 ans. Moi je trouve que c'est un peu jeune, 9 ans quand même pour... Eh ben, tu sais que c'est l'apparition d'un avertissement aux États-Unis, ce film-là. Il y a eu la création du PG-13. Voilà. PG-13. C'est la création du PG-13. Donc interdit au moins de 13 ans. Exactement. Et oui, je trouve ça peut-être plus juste. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire dessus, c'est que c'est très intéressant à revoir adulte. Regardez-le en VO parce que je trouve que l'interprétation d'Harrison Ford, elle est finalement assez subtile. En tout cas, beaucoup plus qu'en français, où on a l'impression d'avoir Magnum ou... Bah, c'est clairement ça. Hein. Voilà, Magnum avec un chapeau. Et je trouve que ça le fait pas trop. Et puis voilà, et puis faites-vous votre propre opinion, nom de Dieu. Donc voilà pour Le Temple Maudit. Nous on vous invite à quand même partager notre podcast, s'il vous plaît, évidemment. On est sur Spotify, on est sur YouTube. Voilà, c'est tous les lundis. Et puis voilà. Voilà, il y a plein d'autres épisodes sympas. Ouais. Il y a du Banzai, il y a du Batman, il y a plein de choses. Il y a le Club Dorothée, si vous voulez. Putain, il y en a pour tous les goûts, quoi. Pour Ghostbusters. Quelle merde. Tu spoil tous les épisodes, toi, pour ceux qui reviennent au début. Tant pis. Voilà. Ghostbusters, c'est une sorte de préquel à cette émission qu'on vient de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis voilà, ce sera très bien. On vous remercie, en tout cas, on était super contents de faire cette émission et d'avoir parlé d'un film qui a bercé notre enfance. Allez, salut. J'ai craché sur votre enfance.